Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Ici LP. Et aujourd'hui, on termine notre top 20 des Méritas des meilleurs jeux de 2021. Donc, on va vous faire les 10 dernières catégories. On vous a déjà présenté les 10 premières dans une vidéo précédemment cette semaine. Si vous voulez la consulter, que vous n'avez pas eu le temps, mais vous pouvez cliquer sur le petit i en haut de l'écran pour aller à la première partie avant d'écouter cette deuxième. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec notre 11e catégorie, donc le 11e Méritas, qui est une nouvelle catégorie. Je pense que ça vient des suggestions qu'on avait reçues aussi l'année passée. Exactement. Qui est le meilleur jeu campagne, parce que c'est un style de jeu qu'on joue beaucoup. Donc, des campagnes, c'est jouer plusieurs parties du même jeu avec une espèce d'évolution entre les parties, que ce soit dans tes personnages ou dans le jeu, des nouvelles choses qui vont s'ajouter. Donc, c'est un style qu'on aime beaucoup. On en recherche beaucoup des jeux campagne, on en joue beaucoup aussi. Fait que on s'est dit que c'était une belle catégorie à exploiter. Fait que je vais te laisser y aller pour ton meilleur jeu campagne de 2021. Je sais que tu en as joué beaucoup, toi aussi. Ouais, moi dans ce cas-ci, celui-là, dans le fond, c'est un jeu que n'importe qui suit un peu la chaîne et qui m'entend parler de temps en temps sait que ce jeu-là, il faut être sur la liste. Il restait juste à savoir y arriver où. C'est Chronicles of Durnagor que j'ai choisi. Puis lui, je l'ai choisi pas à cause de sa partie narrative, parce que la partie narrative est fixe, puis comme beaucoup de jeux fantasy narratifs, est relativement classique. Là. Il y a des monstres, il faut aller battre le grand méchant mort-vivant, puis repousser ses armées du mal. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi dans l'aspect campagne, c'est la façon dont tes personnages vont évoluer. Ce que tu vas faire progresser, de la façon dont tu vas progresser d'une partie à l'autre. Ce que c'est que c'est un énorme jeu de type exploration de donjons. On a des espèces de grands plateaux 3D sur lesquels on va mettre les tuiles qui représentent les lieux qu'on tente d'explorer. Il y a des portes en 3D qui sont des feuilles plastiques repliées sur elles-mêmes en 3 qu'on va littéralement ouvrir pour voir c'est quoi la prochaine partie du donjon. Mis à part ça, il y a des aspects relativement classiques de ces mécaniques. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a des actions, on va se déplacer, on va attaquer des monstres, on va essayer de progresser dans le donjon jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif qui est fixé par la partie. Ces mécaniques, il y a un mélange de euros puis d'améritrage dans le sens où c'est un système d'allocation de cubes qui va permettre de déterminer les actions qu'on a. Fait que si on prend une action, on va se la bloquer jusqu'à temps qu'on fasse une action spéciale qui libère tous nos cubes, mais il ne faut pas faire cette action-là trop souvent parce que c'est ça qui entraîne une des conditions de défaite. Puis à part ça, on va lancer des dés, tuer des monstres, etc. Mais c'est surtout que c'est un jeu qui donne énormément de possibilités à personnaliser ton personnage. Puis au fur et à mesure que tu développes des nouveaux skills, des nouvelles compétences, des nouveaux pouvoirs quand tu montes de niveau, c'est super intéressant comment ton personnage progresse, devient plus fort. Tu as vraiment la sensation qui est très agréable dans ce genre de jeu-là, d'être plus fort là, quand tu débloques quelque chose, pas une affaire mineure de genre tu rajoutes 0,4 sur ton prochain jet de dés. Tu débloques des affaires qui sont intéressantes, puis tu as beaucoup d'options pour débloquer des trucs, puis ça te donne énormément d'options à l'intérieur de la partie. La campagne que je suis en train de faire avec notre bon ami Guillaume, on a chaque joueur un choix d'à peu près 22 actions qu'il peut faire dans son tour. Puis je sais que ça a l'air super gros, mais c'est facile de le prendre en main. Peut-être pas 22, peut-être une quinzaine, mettons. Mais c'est facile à prendre en main parce qu'on y va graduellement. On commence avec pas beaucoup, puis on développe au fur et à mesure que la partie avance, puis tu développes les forces, les faiblesses de chacun des personnages. C'est vraiment, selon moi, un très, très bon jeu de campagne, évidemment. Il y a un genre, côté Dungeon Crawl, ça va dépendre des goûts, mais c'est aussi un de mes jeux préférés dans ce genre-là. Mais la façon vraiment dont ton personnage évolue tout au long de la partie avec un matériel d'exceptionnelle qualité, ça a fait que c'était mon choix pour 2021. Le jeu de l'année, de la campagne, dis-je, Chronicles of Durnagor. Cool. On se doutait que tu allais le mettre à quelque part, ce jeu-là. Le nombre de fois que tu en as parlé. Exactement. Moi, j'ai choisi, sans grande surprise, j'ai choisi Adventure Tactique pour le jeu campagne, qui est un jeu basé un peu sur Final Fantasy Tactique, là, dans l'ancien jeu vidéo. Là. Fait que c'est un jeu qui, lui aussi, tu vas faire plusieurs scénarios. C'est pas un dungeon crawl, celui-là, c'est vraiment un genre de jeu de boss fight. Fait que dans le fond, chaque scénario, c'est un combat contre un boss avec ses minions. Donc, on va placer la carte qui est quand même assez petite. On va placer les figurines. Chaque boss va avoir son deck de cartes
qui va activer et le boss ou les minions, là, dépendamment des cartes qu'on va piger. C'est un jeu aussi où on a une initiative qui est aléatoire, fait qu'un peu à la Aeon Zen, là. On va piger des genres de chips de poker pour déterminer l'initiative à chaque tour. Puis moi, je l'ai fait à 3 joueurs. Fait que, moi, j'activais chaque personnage une fois dans un tour. Puis les monstres, le boss activait 2 fois. Fait que, 2 activations de boss pour 3 activations d'héros. Le ratio était quand même difficile. Parce que je pense que ça reste tout le temps à 2 activations de boss. Même si tu joues à 4, même si tu joues à 5. C'est juste que les monstres ont un petit peu plus de statistiques ou des petits bonus quand t'es 4 ou 5. Fait que je trouve qu'à 3, c'est peut-être son mode le plus difficile, si on veut, là, pour le ratio comme ça. Puis dans le fond, c'est un jeu qu'on va évoluer un personnage. En fait, on va faire évoluer nos personnages. Et c'est un système de job un peu à la Final Fantasy Tactique. Fait que ton personnage va commencer avec, je sais pas, un niveau de guerrier. Puis quand tu vas gagner un niveau, ben, tu peux soit prendre un autre niveau de guerrier, ou tu peux aller chercher un niveau de magicien, un niveau de ranger, un niveau de cléric si tu veux. Puis là, éventuellement, si tu as pris un niveau de cléric puis tu as un niveau de guerrier, la prochaine fois que tu montes de niveau, oh, tu as les 2 prérequis pour prendre un niveau de paladin. Fait que là, tu vas aller débarrer une classe avancée. Puis là, tu vas pouvoir prendre un niveau de paladin, 2 niveaux de paladin, puis éventuellement essayer de maximiser ces classes-là, puis de mélanger un paquet de classes. Fait que c'est un peu ça qui est le fun dans ce jeu-là, c'est de construire ces personnages. Puis tu peux même essayer des choses un peu funky là, dans les classes que tu peux essayer de faire, ou tu peux essayer de maximiser une classe puis d'y aller à fond dans quelque chose. Fait que c'est vraiment un beau système. C'est un système qui est fait à base de cartes. Fait que tu vas gagner une nouvelle carte quand tu vas monter de niveau. Tu vas gagner peut-être une habilité passive pour cette nouvelle classe-là. Puis éventuellement, tu vas comme construire ton deck par rapport aux cartes que tu as gagnées avec tes différents niveaux. Puis tu peux aussi enlever des cartes de base pour éventuellement avoir un deck un peu plus efficace, que tes meilleures cartes ressortent plus vite. Fait que tu as un aspect un peu de manipulation, construction de deck en dehors des parties quand tu level up, si on veut. Puis dans la partie, ben, tu vas simplement jouer avec ton deck. Fait que tu vas piocher tes cartes, tu vas jouer les cartes pour faire des actions. Les cartes d'attaque vont te dire de lancer tel dé pour faire ton attaque. Puis là, tu vas lancer des dés pour faire des dégâts sur les ennemis, tout ça. C'est vraiment sympathique comme jeu, j'ai beaucoup aimé. Puis surprenamment, je l'ai fait en solo, ce jeu-là au complet, parce que j'avais tellement hâte d'y jouer au début de l'année. Je l'avais joué comme en janvier, là, on était en plein confinement. Fait que j'avais vraiment apprécié l'expérience. C'est le genre de jeu que je rejouerais n'importe quand. Quelqu'un me dit hey, on fait-tu la campagne de Adventure Tactique, j'embarque à fond, on la refait. Fait que ça aussi, c'est pour vous donner un indice comment je l'ai apprécié, donc je le referais sans hésiter. Donc, Adventure Tactique, moi, c'est mon jeu campagne pour le beau système de construction et d'évolution de personnages. Bon choix. Notre prochaine catégorie, notre deuxième pour aujourd'hui, là, on va se diriger vers le jeu qui, selon nous, va avoir soit le plus beau style visuel, les meilleures composantes, le meilleur style graphique sur le jeu. Fait qu'un mix visuel composante de l'année pour notre choix 2021. Cette fois-ci, je vais te laisser commencer, David. J'hésitais entre deux. J'hésitais entre Aussi. Ankh, les dieux d'Égypte, là, pour toutes les figurines, puis la présence sur table et tout ça. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec la baie des marchands, un Merchant Cove, qui est dans le fond un jeu de l'artiste Demiko, qui est dans mes artistes préférés. Puis c'est aussi un jeu qui a un paquet de composantes qui sont vraiment hot parce que chaque joueur incarne un marchand différent. Puis chaque marchand va avoir sa propre petite mécanique à lui, son propre matériel. Par exemple, l'alchimiste va avoir des petites billes puis faire une espèce de mini potion explosion. Le forgeron va faire de la gestion de dés. Le capitaine va gérer ses bateaux sur un bord en les déplaçant. Le chronomancien va gérer une espèce de tuile puis un principe de rondelle où ce qui va tourner autour de ces tuiles de portail. Fait que bref, chaque joueur va avoir son matériel qui est quand même tout de bonne qualité. Les meeples qui représentent les habitants qui vont acheter nos marchandises, c'est des meeples qui sont gravés, donc qui sont très très beaux aussi. C'est pas des collants, donc c'est vraiment de la belle qualité pour l'ensemble du matériel. T'as un balancer pour tout ranger aussi, donc c'est vraiment très très hot comme matériel. Puis évidemment, comme c'est un visuel de Miko, ben c'est des super illustrations. Fait que c'est un beau package deal côté matériel, côté visuel. Je pense que c'est un jeu qui a quand même de la gueule puis qui se démarque là, dans ce créneau-là. Fait que mon plus beau jeu de l'année, moi je vais le donner à la baie des marchands. Dans mon cas, le jeu que j'ai choisi, là, j'ai été avec une toute petite production qu'on voit d'ailleurs juste au-dessus de ma tête si je me tasse un petit peu dans ce sens-là. C'est le petit jeu Canvas, qui est un jeu dans lequel, dans le fond, les joueurs, c'est un jeu
de draft, là, de recrutement de cartes. C'est juste que les cartes qu'on va recruter, c'est des petites cartes transparentes sur lesquelles il y a des motifs et dessins. L'objectif étant, quand on a suffisamment de cartes comme celle-là, on va les mettre à l'intérieur d'un petit protecteur plastique, puis les cartes sont transparentes. Fait que là, on va falloir en mettre 3 dans un protecteur. Le protecteur lui-même a déjà une carte qui va être le fond de notre toile, dans le fond. Puis les cartes qu'on va aller mettre à l'intérieur du protecteur, ça va représenter la finalité d'une toile qu'on peint. Puis là, on cherche à aller chercher des icônes spécifiques, puis là, on cherche à faire correspondre des icônes aux cartes qui sont demandées au niveau des objectifs, puis on va marquer des points en fin de partie. C'est un jeu hyper simple, très facile à expliquer, très rapide à jouer. Tu fais 3 toiles dans la partie, dans chaque toile, tu vas mettre 3 cartes exactement. Fait qu'on va recruter entre 12 et 15 cartes pendant la partie. On va finir par faire nos 3 toiles, puis ça va être terminé. Mais le jeu, à la fin de la partie, les toiles qu'on va avoir, c'est des œuvres d'art. C'est très spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire avec pas grand-chose. Les combinaisons qu'on voit là, on ne les voit pas super bien à l'écran parce qu'évidemment, on a comme 4 cartes dans la même sleeve avec le reflet de la lumière, mais quand on a ça sur table devant soi, ça fait vraiment puis là, il y a même des petits lutrins dans le jeu pour qu'on puisse les afficher à la fin de la partie. Fait que c'est vraiment quelque chose de simple, efficace, super beau visuellement pour les amateurs d'art, évidemment. Puis quelque chose qui est super beau puis qu'on crée pendant la partie. Fait qu'on on a le sentiment d'avoir fait quelque chose en plus de l'avoir bâti soi-même en fin de partie. Fait qu'un petit jeu simple, efficace, très, 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 très beau. Et il y a des petits points supplémentaires en précisant que la boîte est faite évidemment de façon rectangulaire. On la voit derrière moi juste ici. Et elle a une espèce d'espace derrière pour s'accrocher au mur. Comme si c'était une peinture. Comme si c'était une peinture. Fait qu'on peut s'installer un petit clou au mur et accrocher sa boîte de canvas pour qu'elle soit suspendue au mur. Fait que point supplémentaire pour avoir pensé à ça. Fait que c'était mon choix pour le visuel de l'année, évidemment. Canvas, puis même des super beaux petits jetons de bois là, qui représentent des espèces de petits... la monnaie, si on veut, à l'intérieur du jeu, là, qui est un petit truc pour mettre de la peinture dedans. J'ai oublié le nom que ça a. Mais bref, vraiment, vraiment cute comme jeu. Une palette, ça? Hein? Une palette, oui, exactement, de couleurs. Ouais, c'est un très bon choix. C'est un beau petit jeu, puis c'est plus stinky que ça a l'air. Oui. Oui, c'est pas. Tes actions sont pas compliquées, mais parce que comme les cartes sont superposées, les icônes que tu essaies d'assembler, tu te rends compte, tu vas sélectionner une coupe de cartes, puis tu te rends compte que ça marche pas, parce que si tu mets elle par-dessus elle, tu as telle icône, mais ça cache telle autre icône dont tu as besoin. Puis si tu les mets dans l'autre sens, ben les 2 premiers que tu as besoin, il y en a juste un des 2 qui va s'afficher finalement. Fait qu'il est quand même assez, pour un jeu d'une trentaine de minutes à jouer, là, quand même des belles réflexions à avoir. Une très, très belle production. Très bon choix. On enchaîne avec le 13e Méritage, qui est le jeu le plus novateur. Donc, un jeu qui nous a surpris un peu par une innovation qu'il a amené ou une twist sur une mécanique particulière ou quelque chose dans ce style-là. Donc, quelque chose qui nous a étonné au niveau de son innovation. Je vais te laisser commencer pour celui-là. Moi, je suis un grand fan des jeux de type abstrait, un contre un. Puis il y en a un qui est sorti cette année qui s'appelle That Time You Killed Me, qui prend le concept de base des jeux abstraits, c'est-à-dire j'ai des pions, tu as des pions, on est sur un plateau, puis on se court après pour s'éliminer avec une grille 5x5 ou 4x4. Puis lui, il rajoute le concept de voyage dans le temps à l'intérieur du jeu, puis c'est là que je l'ai trouvé si novateur. Fait que ce que ça fait, c'est que au lieu d'avoir un seul plateau dans lequel tu vas courir après ton adversaire, tu en as 3, un qui représente le passé, un le présent, puis un le futur. Et tu peux prendre des actions pour te déplacer puis courir après l'autre. L'objectif étant de le pousser dans un mur pour le tuer puis éliminer ses pions. Fait que dans quelque chose qui ressemble beaucoup à un jeu de type échec ou dame, par exemple. Puis on voit le style là, qui est très, très clairement inspiré visuellement d'un jeu comme un jeu d'échecs, par exemple. La twist, c'est qu'on peut se déplacer entre les plateaux, ce qui fait du voyage dans le temps. Fait que je peux aller dans le futur, fait qu'aller vers la droite, ou je peux revenir dans le passé, donc aller vers la gauche. Si je reviens dans le passé, je vais me laisser des clones derrière moi, fait que ça va créer de nouvelles pièces sur le plateau. Je vais me dédoubler. Et là où il vient, selon moi, être très novateur, c'est qu'on voit les 4 boîtes qu'on peut rentrer à l'intérieur du jeu. Et ce module-là va rajouter des nouvelles règles. Il y a un mini aspect spoiler dedans, mais grosso modo, pour résumer, c'est comme on est dans un jeu de voyage dans le temps, ce qu'on va faire sur un plateau va influencer ce qui se passe potentiellement sur les 2 autres. Fait que si
Il y a un objet quelconque qui est sur le plateau, qui est dans le passé et que je le bouge, mais cet objet-là va bouger également dans le présent, puis il va bouger également dans le futur. Fait que en bougeant cet objet-là, mettons qu'il y a une grosse roche, par exemple, si je bouge ma roche, mais peut-être que c'est dans le plateau du futur que je vais écraser le personnage qui était juste à côté de la roche, parce que quand toi, tu pensais à placer tes pions, tu as vu que j'étais en train de jouer dans le passé, fait que tu défends de ce côté-là, puis tu n'as pas pensé que dans le futur, tu as un bonhomme qui était entre un mur puis la roche. Fait que quand je pousse cette roche-là, elle se déplace dans le présent, dans le futur, puis ça t'écrase un personnage. Si j'ai réussi à pousser dans le futur, ben, dans n'importe quel temps, un de tes personnages sur un autre de tes personnages, ça crée un paradoxe, puis ça élimine les deux pions. Fait que des fois, en manipulant les différents éléments, puis on voit que j'essaie de pas trop divulgacher le jeu, mais en manipulant les différents éléments qui vont être sur le plateau, ça affecte pas juste le plateau sur lequel je me trouve, ça peut affecter potentiellement les deux autres, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Puis cette espèce de réflexion-là en 4 dimensions, si je peux dire. Fait que c'est pas juste de réfléchir, je m'en vais en haut, à gauche, à droite, mais c'est de réfléchir à OK, là, si je fais telle chose, il y a telle chose qui bouge, ça fait qu'il y a tel autre truc qui va bouger, il faut que je fasse attention à ça. Puis tu vas essayer de créer tes pièges dans un genre de jeu abstrait comme ça, tu essaies toujours de piéger ton adversaire, tu essaies de créer tes pièges en pensant à ça aussi. Et là, ça devient vraiment un brûle-cerveau quand les différents modules qu'on voit dans les boîtes, ils se mélangent. Je suis pas obligé d'en prendre juste un, je peux les mettre les 4 dans la même partie, puis là, il y a plein d'éléments qui vont interagir entre eux. Si on aime les jeux abstraits, là, c'est vraiment une super belle découverte. Puis ce côté-là d'aller jouer entre les époques, là, j'ai trouvé que c'était une idée de génie. Donc, That Time You Killed Me. Cool. Ouais, ça a l'air assez intense comme jeu. Pareil, le côté réflexion. Très, très, très tinky. Moi, j'ai choisi un jeu dans le type des roll and ride. Innover dans les roll and ride, c'est un peu weird. Mais il y en a un qui a vraiment bien fait ça cette année. J'y vais avec Welcome to the Moon. Donc, c'est le 3e Welcome, donc de la série c'est un flip and write en fait, là, il n'y a pas de dés. On remplace les dés par des cartes. Donc, on avait eu Welcome to Perfect Home, qui avait été un grand succès il y a quelques années, là. Après ça, on avait eu Welcome to New Vegas, que moi j'ai détesté. Fait que c'est vraiment 2 antipodes, là. J'ai vraiment adoré le premier, détesté le deuxième. Fait que pour le 3e, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont me servir? Est-ce que justement ça va être plus proche de celui que j'ai pas aimé ou ça va être plus proche de celui que j'ai aimé? Puis honnêtement, c'est tellement une bébite à part, Welcome to the Moon. Ils sont allés vraiment dans une autre direction, puis ils sont allés dans une direction assez intéressante parce que dans celui-là, tu vas avoir 8 cartes différentes, donc tu as 8 maps différentes. Puis c'est pas juste comme dans le premier Welcome, là, dans le fond que t'as une map avec une option de plus, là, t'as des camions de crème glacée ou t'as des bunkers que tu peux cocher de temps en temps. Puis le reste des règles est pareil. Là, c'est vraiment 8 cartes qui sont totalement différentes les unes des autres. Fait que chaque carte, tu vas placer tes chiffres de façon différente, tu vas faire des points de façon différente, mais tu vas toujours utiliser le même deck de cartes. Fait que c'est un deck de cartes, encore une fois, avec des adresses, des numéros de 1 à 15. Puis tu vas avoir 6 icônes de pouvoir, mais les icônes vont faire des effets différents dans chaque scénario aussi. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis tu sais, t'as vraiment des twists le fun là, qui ont fait à l'intérieur du jeu. Puis t'as même un mode campagne, donc tu peux jouer les parties une à la suite de l'autre. Puis la campagne peut faire que les règles vont modifier un peu dans tel scénario selon le choix narratif que tu vas faire dans le livre de campagne. Fait qu'ils sont vraiment allés loin. Là. En plus d'offrir 8 maps, on offre un mode campagne qui peut altérer un petit peu les règles de notre jeu. Fait que, encore une fois, la rejouabilité est assez intéressante dans ce jeu-là. Tu n'auras jamais fini de le découvrir puis de vouloir le rejouer. J'ai beaucoup aimé aussi la production du jeu. Donc, ils sont allés, comme ils ont fait 8 maps, mais ils n'ont pas mis 8 pattes de feuilles, là, parce que maintenant, ça aurait fait pas mal de feuilles. Fait qu'ils ont fait 8 maps, mais c'est des maps effaçables. Fait que le jeu joue jusqu'à 6 joueurs. Fait que tu as 6 cartes effaçables de chacun des 8 scénarios. Mais les cartes sont recto-verso. Là. Fait que celle du scénario 1, tu as le scénario 2 l'autre bord. Fait que comme ça, il y en a juste 4 recto-verso. Avec 4 x 6, tu as quand même 24 cartes effaçables dans le jeu. Ce qui est quand même assez immense. Puis j'étais vraiment surpris par la twist qu'il y a dans certains scénarios. Il y en a que faut que tu les mettes en ordre de gauche à droite, mais aussi de haut en bas. Fait que tu sais, ça vient tout de changer le puzzle. Il y en a un, tu vas remplir à partir du milieu, puis là après ça, faut que tu vas monter ou descendre pour les autres chiffres. Fait que là, c'est pas pareil de partir avec des milieux versus ce que tu pouvais mettre n'importe où avant. Il y en a un que c'est un scénario où on est dans une base.
il y a comme des virus qui peuvent spreader puis détruire des endroits. T'es comme un. Je pense qu'ils sont laissés inspirer par la pandémie là, dans celle-là. Ouais. Donc, t'as vraiment des affaires très funky, mais c'est le fun de découvrir les scénarios, puis c'est le fun de repasser le mode campagne, puis de voir les petites règles différentes, puis les petites twists qu'ils ont mis à l'intérieur de ça. Fait qu'une grosse innovation, un gros thumbs up pour Welcome to the Moon. Qui a vraiment livré la marchandise pour vrai. Si vous avez aimé Welcome, il faut que vous essayiez celui-là. Vous allez en jouer des parties avant de vous tanner de ce jeu-là. Donc, bravo à Welcome to the Moon, mon jeu le plus novateur de 2021. Bon chouette. Continuons, quatrième catégorie pour aujourd'hui. On est rendu au jeu coopératif. Donc, un jeu où les joueurs doivent travailler ensemble pour vaincre le jeu avant que le jeu ne les vainque. On avait encore beaucoup de choix cette année. Ça n'a pas été facile de faire un choix dans mon cas. Toi, David, qu'as-tu choisi? Un jeu coop. J'ai choisi le jeu Clinic Rush. OK. Qui est dans le fond la version française de Rush MD, MD, ouais. qui est la suite spirituelle de Kitchen Rush en fait. Là. Fait que c'est un peu le même système, mais mis à une autre sauce, ou poussé plus loin, je pourrais même dire. Là. Fait que c'est un jeu coopératif en temps réel dans lequel on gère un hôpital. Donc, on va gérer les médecins, les infirmières. Dans le fond, chaque joueur joue un médecin. Ton médecin, c'est un sablier. Puis, on va avoir aussi des infirmières que tous les joueurs peuvent manipuler, qui sont d'autres sabliers. Fait que quand tu veux faire une action, il faut que ton sablier soit écoulé, le temps dedans. Et là, tu vas le placer sur un spot d'action. Puis, en le plaçant, tu vas le retourner. Puis là, tu vas pouvoir exécuter ton action, mais tu ne pourras pas enlever le sablier tant qu'il n'aura pas fini d'écouler le sable. Fait que c'est des 30 secondes. Fait que c'est un jeu que tu dois multitasker beaucoup de choses à l'intérieur du jeu. Fait que tu sais, je le place là, je fais cette action-là. Après ça, ok, je prends lui qui est fini, je le mets là, je fais telle affaire. Puis là, on essaie de communiquer puis de s'entraider. Ah, il y a plus de médicaments orange dans la réserve. Est-ce que quelqu'un peut aller en mettre parce que j'en ai besoin un là? Mais là, je peux pas aller le faire parce que là, j'ai mis une infirmière à cet endroit-là. Fait que bref, c'est un peu chaotique comme jeu, mais c'est vraiment le fun. La tension est vraiment cool. Le matériel est assez hot aussi là, parce qu'on manipule et tout ça. Puis il y a des endroits où il faut manipuler les médicaments ou les organes quand tu fais une opération avec des pinces. Parce qu'évidemment, tu manipules pas ça avec tes mains pour plus que ça soit stérile. Là. Pour pas infecter. Puis on va essayer de guérir les patients. Donc chaque patient sur sa carte, il va avoir telle affaire, il faut qu'il donne tel médicament, ou il faut qu'il aille faire telle opération. Fait que là, il faut l'emmener au bloc opératoire. Mais là, avant de savoir comment le soigner, il faut aussi lui faire passer des examens, il faut que je fasse passer un scan, une radiographie. Fait qu'on a des genres de mini-games pour chaque examen médical que tu vas y amener. Puis une fois que tu vas avoir fait ton petit mini-game, mais là, ça va te donner la carte de diagnostic qui va te dire comment le soigner. Fait que c'est vraiment le fun. Pour vrai, la thématique, elle est vraiment bien intégrée. Le matériel, t'as des genres de petites seringues. Fait que tu sais, pour donner du sérum, qui sont des genres de cylindres de bois, faut que tu mettes le sérum dans la seringue. Les petits trucs de bois vont rentrer dans la seringue, puis là, tu vas mettre ça sur ton patient après. Puis si tu lui donnes ça dans la salle d'opération, il faut que tu prennes les morceaux de bois avec les pinces pour les mettre dans la seringue. Fait que non, il y a vraiment des affaires cool, puis j'ai vraiment aimé ça. Pour moi, qui surpasse son prédécesseur haut la main. Là, je me suis débarrassé. Tu l'avais pas aimé tant que ça. Je l'avais aimé, mais il y avait une lourdeur ou une gestion de ressources qui était un peu trop lourde pour un jeu en temps réel. Mais celui-là, je trouve le fait d'avoir fait des mini-games avec les examens, ça fait de plus avec un jeu de temps réel. J'ai trouvé plus intéressant, plus dynamique. Donc, vraiment le fun. Clinic Rush, mon jeu coop de 2021. Ouais, hâte de l'essayer. Dans mon cas, je triche un peu parce que dans le fond, je prends la deuxième version, la nouvelle saison d'un jeu que je pense que j'avais déjà nommé, je crois, en 2019. J'ai choisi Set a Watch, Sword of the Coins, qui est le nouveau Set a Watch qui est sorti cette année. Set a Watch, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de coopératif où on tente d'abattre des vagues de monstres qui viennent s'attaquer à notre campement pendant qu'on voyage vers le lieu final où on va affronter une dernière vague de monstres. Puis si on survit à cette dernière vague de monstres-là, on va gagner la partie. Fait que c'est un jeu qui a un aspect un peu défense de tour, là, Tower Defense. C'est un jeu que la mécanique principale, c'est du placement de dés. Il y a un aspect puzzle dans son placement de dés. À tous les tours de jeu, on va avoir un des joueurs. C'est toujours 4 joueurs qui vont jouer, fait qu'on va se les séparer selon le nombre de joueurs qu'on a. 4 personnages, je dis. Puis on va en choisir un qui reste au camp. Fait que lui, il s'occupe du feu, il peut s'entraîner, il peut se reposer, guérir ses points de vie, il peut aller pister pour aller voir les cartes qu'il va avoir dans les prochains tours. Pendant que les 3 autres joueurs, les 3 autres personnages gardent le fort.
et quand on a à faire nos combats. On va juste, selon le lieu dans lequel on se trouve, on va révéler une piste de cartes, une rangée de cartes, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. On va révéler un certain nombre, on va les placer face cachée, puis on va en révéler un certain nombre selon la puissance du feu qu'on a dans notre camp. Plus le feu est fort, plus on peut révéler un grand nombre de cartes parce qu'on les voit. Puis ensuite, les joueurs vont lancer leur dé. Et on va simplement les attribuer le dé soit à des monstres. Fait que s'il y a un monstre qui a une valeur de 10, ben si moi je mets un 6 puis toi tu mets un 4, on peut battre ce monstre-là. Sinon, chaque joueur a des habiletés spéciales qu'on peut placer des dés pour activer ses habiletés. Puis là, c'est peu importe la valeur du dé. Fait que c'est intéressant parce que si je roule des débats, ben je peux me concentrer plus à activer mes habiletés. Il y a un concept de portée. Fait que si j'ai un arc, je peux attaquer les 2 premiers monstres dans la ligne. Mais si j'ai une épée, je peux juste me battre avec le premier monstre dans la ligne. C'est le genre de jeu qu'on va perdre si, au début d'un tour de jeu, tu roules tes dés puis tu dis OK, moi je fais ça, sans jaser avec les autres pour voir qu'est-ce que tout le monde fait puis qu'on se coordonne, on va le perdre. Parce que c'est un jeu qu'il faut être très, très optimal si on veut pas subir trop de dégâts et réussir à se rendre. Il faut survivre à 8 tours de jeu quand même. Fait que c'est pas un jeu qui est très long, c'est un jeu qui a des super bons matériels. C'est une petite production, c'est pas une grosse boîte. Là. Il y a du bon matériel, mais c'est une toute petite boîte qui n'est pas très chère. Les personnages sont très différents les uns des autres. Fait que les habiletés qu'ils ont, la façon dont ils fonctionnent sont très différents. Même les types de dés qu'ils lancent sont différents. Le barbare va lancer des dés 12, fait qu'il y a plus de chances de rouler des gros dés et de pouvoir juste tuer les monstres. Tandis que le machin va lancer, il y a un des machins qui lance des D4. Fait que lui, il n'est pas capable de se battre contre rien à peu près. Fait qu'il faut vraiment qu'il manipule ses affaires pour activer ses habiletés spéciales ou qu'il supporte quelqu'un d'autre à faire différentes actions. Fait que la coopération entre les joueurs est super importante pour passer au travers ce puzzle de placement de dés que le jeu t'offre à tous les tours de jeu. Puis d'être capable de maximiser ses trucs, d'optimiser, d'aller chercher les bons adversaires au bon moment, de laisser passer ceux qu'on est capable de laisser passer, parce qu'en plus, histoire de te punir, chaque monstre que tu réussis pas à tuer dans l'un des tours de jeu revient te hanter au dernier tour de jeu. Fait qu'il n'y a aucun monstre que tu vas juste laisser passer puis que tu ne reverras pas. Là. Tu vas le revoir plus tard si tu le laisses passer. Fait que c'est vraiment un beau jeu de placement de dés. Puis en plus, là, il rajoute un concept de monnaie dans celui-là où tu as un marchand qui vient te voir à tous les soirs dans ton campement. Fait que les différents placements de dés que tu as dans la phase de campement, si tu les utilises pas, il y a des sous qui se rajoutent dessus. Puis éventuellement, quand tu l'utilises, tu vas ramasser des sous qui sont là. Fait que ça ajoute une belle diversité, je trouve, parce qu'il y a certains lieux qu'on n'utilisait jamais. Mais là, si tu n'utilises jamais, il finit par avoir 3, 4, 5, 6 $ dessus. Fait que tu vas vouloir aller l'utiliser, ne serait-ce que pour aller chercher tout cet argent-là, puis éventuellement pouvoir acheter des objets au marchand que l'on distribue entre les joueurs, puis qui donnent des bonus intéressants à tous les joueurs. Fait qu'un super beau jeu de placement de dés, coopération très importante à l'intérieur de ce jeu-là. C'est le Watch, Sword of the Coins. J'imagine que c'est compatible avec le premier. Oui, il est compatible. Dans le fond, tu peux échanger des personnages, les lieux, tout se mélange, puis il y a des règles pour que tu mélanges les decks de monstres puis tu fasses des niveaux de difficulté. Si tu as les 2 sets, là, tu peux te faire un jeu d'extrêmement facile à pas faisable en mélangeant puis propose différents modes de jeu. C'est très, très intéressant. Super. Ensuite, on tombe dans la 15e catégorie, donc notre Méritage pour le meilleur jeu de cartes de 2021. Moi, c'est pas une grande surprise non plus. L'année passée, j'avais nommé The Crew. Donc, cette année, je nomme The Crew 2. Tout simplement. Donc, le deuxième, qui est Mission Sous-Marine, qui est la suite de The Crew. Donc, c'est encore une fois un jeu coopératif, un jeu de levée. Cette fois-ci, c'est qu'on a complètement revampé le système d'objectifs dans celui-là. Donc, avant, les objectifs, c'était remporte la levée avec les 5 roses ou remporte la levée avec les 7 bleus, etc. Donc là, les cartes d'objectifs sont complètement différentes les unes des autres. Puis, je pense qu'il y a 15 à 18 modèles d'objectifs différents. Puis, ça peut être tu dois gagner la première levée et la dernière, ou tu ne dois pas gagner plus, tu dois gagner 4 levées, ou tu dois gagner tu ne peux pas gagner de levée avec du jaune. Fait que là, c'est comme OK, je peux pas que je remporte de jaune de la partie. OK, là, c'est quand même des objectifs qui sont pas mal plus précis, pas mal plus pointus. Puis évidemment, plus tu avances dans la campagne, plus on pige d'objectifs. Puis ils ont donné des niveaux de difficulté aux objectifs. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Fait que si la mission, exemple, a une difficulté de 10, ça se peut qu'on ait 5 objectifs niveau 2. Fait que 5 x 2, ça fait 10. Ou on pourrait avoir 2 objectifs niveau 4 avec un niveau 2. Fait que ça fait aussi un total de 10 niveaux. Fait que la difficulté va varier par rapport à ça. Puis les combinaisons d'objectifs vont rendre ça très difficile parfois. Puis c'est là que le jeu chaîne, parce que justement,
tu vas tomber des fois sur des possibilités que tu fais comme, ok, ça va être vraiment dur de gagner avec cette combinaison d'objectifs-là. Mais c'est ça qui est le fun. C'est le challenge que le jeu nous donne. Puis là, on réessaye jusqu'à temps qu'on le réussisse. Donc, super intéressant. J'ai vraiment adoré ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait. Est-ce que ça soit plus hot que le premier? Je me dis, bon, ils en sortent un parce que l'autre a tout raflé l'année d'avant, mais ils ont vraiment repensé le système. Ils ont vraiment amélioré ça. Clairement, il est plus difficile, donc il faut être conscient de ça. C'est pas nécessairement l'idéal de commencer par le 2 parce qu'il est pas mal plus tough que le premier. Mais si vous avez quand même de l'expérience dans des jeux de pli, ça peut être bon d'y aller avec ça. Donc j'ai vraiment trouvé ça exceptionnel. The Crew, Mission Sous-Marine, meilleur jeu de cartes de 2021. Super. Dans mon cas, mon jeu de cartes, on n'aura pas besoin d'en parler très longtemps parce que tu as déjà abordé le sujet. J'ai choisi Adventure Tactique. Oh! Parce que je suis un grand amateur de deck building, c'est connu. Et ce jeu-là, dans le fond, toute l'évolution de ton personnage se passe à l'intérieur de ton deck. Fait que j'ai aimé ça, un jeu qui va faire de la construction de deck à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire, tu joues tes cartes. Là, quand mon deck est vide, je reprends mes cartes, je repars, je continue. Je vais essayer de placer mes items, puis mes accessoires, puis mon petit pouvoir, là, mon class feature, de le sortir au bon moment pour qu'il prenne toute place dans mon deck, etc. Mais que ta construction est importante, puis qu'on te donne des options. Je vais aller ajouter toujours les cartes qui viennent de mon nouveau level de classe, mais je peux toujours ajouter et ou enlever des cartes de base également de mon deck. Il y a certaines classes que je vais vouloir enlever des moves puis rajouter des attaques. D'autres classes, je vais vouloir faire le contraire. D'autres classes, je vais juste vouloir enlever le plus de cartes possible pour que ça soit un certain type de cartes qui ressortent le plus souvent. Fait que tout l'aspect, j'ai hésité entre les mettre entre campagne puis cartes d'ailleurs, mais tout son aspect de la façon dont tu gères ton deck de cartes, j'ai trouvé ça vraiment excellent à l'intérieur de ce jeu-là. Puis la façon dont ton tour de jeu va se faire, tu as toujours 4 cartes généralement. Là, il y a certains joueurs qui peuvent en avoir 5, mais de façon générale, tu as 4 cartes. Tu décides toi-même, tu peux en jeter une à la fin de ton tour avant de repiger. Fait que tu as un certain contrôle sur ce que tu as dans tes mains. Pendant la partie, les cartes que tu vas jouer vont déterminer les actions que tu vas faire. Puis tu vas toujours essayer, quand tu montes de niveau, d'aller chercher des cartes justement qui font des bons effets de combo. Puis le jeu devient super intéressant quand tu commences à regarder qu'est-ce que les différentes classes vont offrir. Cette classe-là me donne une carte que si j'ai ça dans mon deck, juste faire un level dans cette classe-là, ça va m'apporter une option intéressante parce que j'ai telle chose déjà qui vont faire un bel effet de combo. Ton deck n'est pas trop gros en fin de partie. C'est intéressant quand tu bats des monstres, le loot, c'est des items, des accessoires que tu rajoutes vraiment fort en plus. C'est ça, puis c'est super intéressant, puis ça te donne encore une fois des bons effets de combo, puis ça va aider des fois à minimiser les défauts d'un personnage, un personnage qui bouge, tu sais, qui a de la difficulté à bouger, tu vas lui donner la lance d'un tel qui te permet de sauter à l'autre bout de la map, ou les bots qui te permettent de voler, des trucs comme ça. Fait que la façon dont tu gères ton deck de cartes dans ce jeu-là, je trouve ça vraiment excellent, je l'ai choisi pour cette raison-là. Les autres raisons, tu les as déjà toutes énumérées, mais moi, particulièrement la gestion du deck de cartes, là, je trouve excellent. Ouais, je pense mon jeu de cartes, Adventure Tactique. Il aurait pu fitter dans tellement de catégories. Ouais, c'est ça, en effet. C'est l'avantage de le faire comme ça. Ouais. Ensuite, évidemment, on tombe dans les jeux de dés. Donc, 16e catégorie, le meilleur jeu de dés de 2021. Je vais te laisser y aller en premier. Dans ce cas-ci, moi, j'ai été, encore une fois, un jeu coopératif. C'est un jeu que David a essayé. C'est un jeu où on tente de réparer une base station spatiale, la station internationale spatiale. C'est un jeu qui s'appelle Intrépide. Intrépide, qu'est-ce que c'est? On a un plateau central qui représente la station elle-même, sur laquelle il y a des tuiles. Les tuiles sont personnalisées pour chacun des joueurs qui sont présentement dans la partie. Et chaque joueur a devant lui un énorme plateau qui représente l'une des ressources qui est gérée par la station. Avec une grosse roulette qui est à l'intérieur de cette ressource-là, de ce plateau-là, dis-je. Fait que moi, je peux, par exemple, gérer l'oxygène à l'intérieur de la station. Et je vais choisir l'un des astronautes qui est sur la station, qui a évidemment une nationalité et qui vient avec son set de dés personnalisé et ses règles pour fonctionner avec ces dés. Et c'est là que je trouve que le jeu a une énorme richesse. La coopération est très importante dans le jeu, évidemment, comme beaucoup de jeux coopératifs. Mais un tour de jeu, c'est qu'on va lancer ces dés puis on va les assigner à différents modules qui sont à l'intérieur de la station. Et comme je l'ai dit, les modules sont personnalisés pour moi. Donc, si je prends le joueur canadien, mais le joueur canadien vient avec sa petite boîte, il vient avec tous les modules possibles qu'il peut y avoir éventuellement sur la station. Il vient avec ses dés et ses règles. Le Canadien, lui, je ne me rappelle plus exactement ce que le Canadien fait. Celui que ses trois sont tous bloqués. Celui que j'ai joué en plus, les Canadiens. Ses impairs sont bloqués. Ouais, ses chiffres impairs sont bloqués, puis il faut qu'il utilise ses dés pour débloquer ses chiffres impairs, puis ensuite pouvoir les assigner. Tandis que l'Américain, lui, va toujours juste créer des dés de plus en plus forts.
Il va placer un 4, ça va lui donner un 5 qu'il va pouvoir utiliser pour activer une autre tuile, etc. Le japonais, il va tourner ses dés à 90 degrés en essayant de les manipuler pour être capable d'aller activer ses différentes tuiles. Il y a un Anglais, il y a un Brésilien, il y a des Sud-Africains, etc. Il y a à peu près toutes les nationalités. Il y a énormément de nationalités, il y a une douzaine de personnages dans le jeu. Fait que l'espèce d'asymétrie des joueurs, parce qu'à la base, c'est un jeu de placement de dés. Une fois que j'ai roulé mes dés, je place un dé pour aller là, ça me permet de monter telle ressource sur mon plateau. Là, je place un dé pour aller là, ça me donne un peu de crédit pour qu'on puisse améliorer notre station après. Là, je place un dé pour bloquer une calamité, une catastrophe qu'il va y avoir à la fin du tour. On a des objectifs à atteindre à la fin du tour, évidemment. Puis entre tous les tours de jeu, on peut améliorer sa station, mais il faut en parler avec les autres parce que si j'améliore ma station, mon truc d'oxygène, mais ça se peut que ça coûte de l'énergie au groupe. Fait que vu que je me suis installé des nouvelles stations pour mieux gérer l'oxygène, celui qui gère l'énergie, ça se peut que lui en génère moins à cause de moi. Fait qu'il faut que je parle à lui avant d'acheter mon amélioration. Puis toutes les améliorations, ils ont des conséquences comme ça. Celui qui gère les plantes dans le vaisseau, ben, s'il l'améliore, ben, ça se peut que moi qui gère l'oxygène, c'est moi qui s'en va par en bas. Fait que c'est un jeu super intéressant. Puis ta mécanique de dés, comme elle est asymétrique, chaque joueur a ses propres règles, son propre nombre de dés qu'il lance, c'est pas le même pour chaque joueur. Fait que ça rend le jeu extrêmement intéressant, puis ça lui donne une excellente rejouabilité parce qu'on a juste à changer de nation puis à refaire la même game, puis on va avoir un sentiment complètement différent d'une partie à l'autre. J'ai joué plusieurs parties cette année, puis c'est vraiment... Les puzzles de dés sont vraiment extraordinaires à l'intérieur de ce jeu-là, dans une grosse production, mais une belle production. Fait que Intrépide, mon choix de jeu de dés pour 2021. Ouais, c'était assez surprenant. C'est un peu un jeu qui sortait de nulle part. Là. C'est vraiment cool. Ouais, il n'est pas très connu, puis il n'y a pas eu un gros tirage Kickstarter. Ça a été un jeu qui est passé par Kickstarter, mais il y a eu 80, 90 000, 70 000, quelque chose comme ça. Là. Ça n'a pas été un énorme succès. Mais c'est un beau succès quand même. C'est quand même presque 100 000 $. Mais ça n'a pas été un jeu extrêmement connu. Je ne l'ai pas vu beaucoup en magasin, mais vraiment, si vous avez la chance d'essayer ça, c'est un jeu qui prend beaucoup de place, là, mais que sa gestion de dés à l'intérieur est vraiment le fun. Surtout que quand je l'avais sorti, j'avais 3 amis scientifiques autour de la table. Fait qu'il y avait un intérêt, les 3, pour la thématique du jeu. Fait que c'était très intéressant. Ouais, ça avait été une belle game. La première fois que j'avais joué, c'était la première fois que je jouais cette journée-là. Ouais. Ensuite, donc, si on passe, là, on s'en va dans... Moi, mon jeu de dés, je n'ai pas nommé mon jeu de dés. Dans la catégorie d'avant, j'avais terminé, je pense que j'étais dans l'une. Moi, donc, ton jeu de dés, j'ai choisi Lueur. Un jeu qui a quand même eu un certain buzz cette année. Surtout à cause de son style visuel puis de son matériel. Là, le monde... C'est quand même du art de Vincent Dutray, c'est toujours le fun. Puis là, il est allé dans un style un peu noir et blanc. Fait que c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'il fait habituellement. Puis dans le fond, Lueur, c'est un jeu de draft de cartes. Fait que tu vas drafter des cartes de compagnons. Puis chaque compagnon va avoir un pouvoir. Là. Fait que si tu as tel symbole sur tes dés, ben là, tu peux activer le pouvoir de ce compagnon-là. Ça te donne des points ou ça te donne un jeton de reroll, un jeton de pied, etc. Et chaque compagnon va se mettre dans ton groupe d'aventuriers. Puis là, après ça, ben, ton aventurier de base va te donner 2 dés, ou 3 là, pour certains. Et chaque compagnon, il y a des compagnons qui vont te rajouter aussi des dés. Et quand tu draftes aussi une carte, il y a des dés qui sont vis-à-vis cet emplacement-là sur le plateau. Fait que tu vas aussi gagner ces dés-là pour le tour. Puis ensuite, tu vas lancer tes dés. Puis selon les symboles que tu as, c'est les symboles des éléments, si on veut, de la nature. Puis après ça, tu vas pouvoir activer tes habiletés. Puis ce qui est le fun, c'est qu'un symbole peut compter pour plusieurs personnages. Fait que si j'ai un personnage que son pouvoir, c'est à chaque fois que je roule le orange, le symbole de la terre, je fais 1 point. Puis j'ai un autre personnage, c'est lui, quand j'ai un orange avec un nuage, ça me donne 5 points. Ben mon orange, il peut compter pour les 2 personnages. Puis si j'ai 2 oranges, je pourrais activer 2 fois mon personnage qui prend un orange. Fait que tu peux réactiver plusieurs fois le même pouvoir dans le même tour. Fait que tu vas essayer de te construire une espèce de synergie entre tes personnages versus les dés que tu vas aller drafter. Tu peux utiliser des jetons de reroll pour relancer 2 dés pour essayer d'avoir les symboles que tu veux. Puis tu peux sacrifier des points si tu veux pour faire des rerolls. Il y a des symboles de reroll sur la traque de points. Fait que si tu recules jusqu'au dernier symbole de reroll, ben là tu peux gagner un reroll, mais là tu vas avoir perdu quelques points. Puis il y a plus de symboles de reroll dans le début de la piste versus la plus loin dans la piste. Fait que ça permet à des joueurs qui ont moins de points d'avoir plus accès à des rerolls. Fait que ça donne un petit avantage pour essayer de faire du rattrapage, ce qui est quand même sympathique. C'est
c'est pas très complexe comme jeu, là. C'est très familial, mais c'est très intéressant. Le petit engine building est le fun. Oui, il y a beaucoup de hasard, mais ça reste un jeu de dés, là. Tu sais, je joue pas un jeu de dés si tu veux pas de hasard, là. C'est juste que les rerolls, tu sais, j'ai trouve des fois punitifs, puis c'est comme, des fois, ça vaut pas la peine de sacrer 4 points pour faire un reroll pour essayer peut-être de faire une habilité qui va faire 3 points, tu sais. Je vais juste pas en faire, puis ça fait que des fois, t'as des tours un peu plates versus des tours explosifs. Mais c'est un jeu qui dure 8 tours. Fait que, tu sais, si j'ai 4 tours plates, puis j'ai 4 tours bons, mais tu sais, c'est ça. Fait que des fois, il y a des games où ça explose pas beaucoup versus d'autres. Mais c'est ça le hasard d'un jeu de dés. Mais il y a quand même des décisions intéressantes par rapport à ce que tu construis comme engin avec tes compagnons, puis les dés, puis les habiletés. Puis tu vas aussi avoir après ça, avec les mêmes symboles que tu utilisais pour tes personnages, tu vas les utiliser pour te déplacer sur une carte, pour essayer d'aller visiter des campements, puis déplacer ton campement pour essayer de faire un bonus de points à la fin de la game, chercher certains bonus aussi sur la carte, des trucs comme ça. Fait que très sympathique comme jeu. Il est pas juste beau, il est intéressant aussi au niveau mécanique puis au gameplay. J'étais pas très sûr dans mes premières parties parce qu'il y avait tellement un gros hype, t'es comme, ok, c'était juste ça l'UR, mais finalement, avec le temps, la poussière qui est retombée, j'ai rejoué aussi quand quelques parties dernièrement, je l'ai montré à du monde. Je l'ai rejoué aussi sur Board Game Arena qui est disponible depuis quelques temps. Puis donc, je le trouve très sympathique. Donc, mon meilleur jeu de dés, l'UR. Donc, maintenant, oui, on est rendu à une de nos grosses catégories, c'est le jeu Euro de l'année. Donc, Euro, fait qu'avec les mécaniques, gestion de ressources, placement d'ouvriers, placement de tuiles, bon, il y a toutes sortes de jeux Euro différents. C'est une catégorie que j'ai trouvé relativement difficile à faire, parce que c'est l'une de mes années où j'ai joué au moins de nouveaux jeux Euro. Ouais, moi aussi, je l'avais pas des tonnes. Ouais, puis il y en a certains en plus là-dedans que officiellement c'est des 2021, mais que je considère personnellement comme étant 2022. Par exemple, le dernier dont on a fait la critique conjointe, pour moi, il est dans ma catégorie 2022, fait que je ne l'ai pas considéré. Moi, dans mon cas, par contre, il y en a un qui s'est démarqué assez clairement des autres, c'est Dinosaur World. J'étais déjà à la base quand même un assez bon fan, un assez gros fan de Dinosaur Island. Et là, ça fait, on va dire, 7-8 parties que je joue de Dinosaur World, 5 en solo, puis 3 avec du monde, à peu près. Puis à chaque fois que je joue, je l'aime un petit peu plus que la fois d'avant. Je pense qu'il a dépassé Dinosaur Island dans mon estime personnelle. Puis d'après moi, il va continuer à monter parce qu'il est plus... Ultimement, il est plus lourd de décisions à prendre, mais en même temps plus facile à expliquer. C'est dur à représenter. C'est plus facile de rentrer dans le jeu, je trouve, mais il y a un aspect du jeu qui fait que les fameux AP, les fameux joueurs qui vont avoir une paralysie analytique, il y a un aspect du jeu qui va être pénible. Qu'est-ce que c'est dans Dinosaur World? Ben, on construit un parc d'attractions à dinosaures. C'est une nouvelle version de Jurassic Park, le board game. Chaque tour de jeu va être divisé en différentes phases. On va jouer un certain nombre de tours de jeu. La partie va être terminée, puis on va compter le nombre de points à la fin selon un paquet de facteurs. Et lui, dans ses grosses... je ne le comparais pas à Dinosaur Island nécessairement. Qu'est-ce que tu fais dans un tour de jeu? Je vais avoir une phase où on va recruter une carte. Cette carte-là, il va y avoir une sélection de cartes, puis on va en choisir une selon l'ordre de tour de jeu. Puis cette carte-là va avoir 8 ou 9 meeples d'imprimés dessus de différentes couleurs. Puis ensuite, on va avoir différentes phases de jeu où je vais utiliser ces meeples-là à toutes les phases de jeu. Fait que j'ai une phase où on va recruter, on va aller acheter des tuiles qu'on voit sur les différents plateaux centraux. Et ces tuiles-là, on va aller les placer à l'intérieur de notre parc qu'on voit dans le bas. On a l'espace d'un joueur. Fait qu'il peut avoir des tuiles qui vont devenir des enclos pour des dinosaures. Il va avoir des tuiles que c'est des attractions, des restaurants, des manèges, des magasins pour vendre des trucs, etc. Ensuite, il va y avoir une phase où je vais jouer sur mon plateau principal, fait que l'espèce de grande zone qui est juste à gauche de toutes les petites tuiles, là, entre le plateau où on voit l'ADN puis toutes les tuiles. Là, j'ai plein d'actions que je peux faire. Fait que là, je vais dépenser encore une fois mes meeples pour développer de nouveaux dinosaures que je vais aller placer dans mes enclos pour améliorer mes capacités à avoir de l'ADN, pour améliorer mon niveau de sécurité, pour améliorer mon niveau pour le guide qui se promène avec un petit Jeep à travers mon parc. Puis finalement, on va avoir une phase où on part en Jeep, puis on traverse le parc en traversant différentes tuiles, puis on va activer ces tuiles-là, toujours en utilisant des meeples qu'on a recrutés au début.
Fait que le jeu, comme il est séparé en des phases très claires, puis à la fin d'un tour de jeu, on va compter notre niveau d'excitement level pour ce tour-là. Ça va nous donner de l'argent pour le tour suivant, etc. Puis il y a plein d'idées intéressantes dans le jeu. Si je revisite toujours la même tuile, ben, elle devient de plus en plus ennuyante pour les visiteurs qui la visitent, fait qu'elle rapporte de moins en moins de points. Les meeples, ils ont différentes couleurs, fait qu'ils sont spécialisés dans différentes choses. Le meeple mauve, il est très bon pour faire augmenter la piste mauve, mais le meeple bleu, il est bon pour créer de l'ADN, etc. Puis c'est là que le jeu va devenir difficile pour un analyste paralysé, dans le sens où, dans la première phase de jeu, je choisis mes meeples pour tout le tour. Ouais, Et ensuite, il faut que je le dépense à chaque tour. Fait qu'il faut que je pense à m'en garder pour visiter, pour activer mes tuiles. Il faut que je pense à m'en garder pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans la phase où je crée de l'ADN, je crée des dinosaures. Quelle tuile je veux aller acheter? Ça dépend des meeples, parce qu'il y a des meeples qui vont me donner des rabais sur certaines tuiles. Fait que tu choisis tes meeples, après tu pars à l'envers. Bon, c'est quoi j'ai besoin dans la dernière phase? Je garde ces trois-là. Là, j'ai besoin de ces deux-là dans l'avant-dernière phase, je les garde. Fait que là, je peux utiliser ces trois-là pour aller acheter des tuiles. Fait que c'est un jeu énormément de décisions, beaucoup de possibilités pour développer son parc, pour marquer des points. Il y a des combos qu'on peut faire entre les tuiles, entre les meeples qu'on a, etc. Fait que vraiment, il y a des objectifs faciles à atteindre. C'est vraiment un super beau jeu avec une très, très belle profondeur, des super belles composantes en plus. Et, à ma grande surprise, il n'est pas si cher que ça. Pour le matériel que tu as, c'est un jeu qui se vend environ 55-60 $ canadiens. Puis tu as tous des petits meeples en plastique imprimés avec l'image des dinosaures dessus. Les tuiles sont épaisses de bonne qualité. C'est vraiment un jeu, je ne me l'explique pas pourquoi il coûte ça. Mais bref, mon jeu euro de l'année, Dinosaur World. Nice. Avec un bon mode solo, puis des extensions qui existent. Moi, j'ai fait le contraire de toi. Fait que au lieu de le laisser pour les jeux 2022, j'ai décidé de le mettre pour les jeux 2021. OK. Fait que, c'est celui-là. j'ai mis le jeu qu'on a parlé récemment, qui est Bitoku. Bon, il est sorti genre le 22 décembre 2021 en anglais. Ouais, Fait que tu sais, c'était comme ça à la limite. Je l'avais mis dans mes jeux les plus attendus 2022. Fait que tu sais, je triche un peu, là, je le ramène en 2021 final, mais bon. Ouais. Comme il était à cheval entre les deux, on peut se le permettre. Donc, c'est un énorme jeu de salade de points. Là. Il y a plein de choses qui se passent. T'as une gestion de cartes, t'as du mini deck building, t'as du placement de dés, t'as des objectifs que tu vas essayer de réaliser, t'as des 17 collecting, t'as des pistes d'avancer avec ton pèlerin, ta piste Bitoku sur ton plateau, tu peux traverser la rivière, aller recruter des cartes, t'as un paquet d'affaires que tu peux faire dans ce jeu-là. Les choses sont très interreliées les unes avec les autres, là, parce que souvent, tu pourrais avoir un objectif qui va scorer avec telle affaire, mais tu peux aussi avoir une roche qui va te faire scorer telle affaire. Fait que si tu ramasses, exemple, des esprits Mitama rouges, ben, ils vont peut-être scorer avec un cristal que tu as à chaque fois que tu en achètes. Ils vont peut-être scorer à chaque fois à la fin de la partie avec tes cartes de vision. Puis ils vont peut-être scorer sur ta roche en même temps. Fait que le même objet pourrait scorer à 3 endroits différents. Fait que tu vas essayer de maximiser puis de faire une espèce de synergie avec ça. C'est un jeu où le plateau est immense. Là. On dirait qu'il y a un paquet d'options, mais il n'y en a pas tant que ça au final, là, parce que tu as comme 5 zones où tu peux placer des dés, puis tu vas jouer 3 cartes à chaque ronde sur ton plateau personnel pour activer des actions. Donc c'est vraiment un jeu d'optimisation, c'est vraiment un jeu qui a beaucoup d'options, très stratégique, un peu de développement. Tu as un petit côté un peu engine building. Ouais. À chaque tour, tu vas aussi sacrifier une carte puis faire son effet de scoring. Tu as ça à planifier aussi. Fait que c'est un jeu que tu vas constamment planifier à moyen et long terme. Donc évidemment, ça aussi, c'est un jeu que la paralysie d'analyse va détester. Là. Fait que je ne veux pas avec des gens qui vont réfléchir trop longtemps, ça va durer 4 heures. Là. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai trouvé le fun de tous les choix qu'on nous offrait, toutes les options de faire des points, les synergies entre elles. La production du jeu est vraiment numéro 1. C'est un jeu qui fonctionne juste avec de l'iconographie. Fait que pour l'instant, il existe juste en anglais. Il va sortir en français, je pense, autour du mois d'avril. Fait que d'ici un mois, il devrait être en boutique en Europe. Puis après ça, dans un mois ou deux, arriver au Québec. Là. Donc, ça va être disponible éventuellement en français, mais en anglais, comme je dis, il n'y a aucun texte. Ça passe sur l'aide de jeu, qui est un petit livre d'ailleurs, un petit livre de 4 pages, tout petit aide de jeu, mais qui est vraiment très bien bâti. Fait que j'ai vraiment adoré mes expériences avec Bitoku, qui, on va dire, est mon jeu euro de 2021. Peut-être en reparler l'année prochaine. Peut-être. Il est encore tôt dans l'année. Mais... Ouais, c'est ça. Tu auras le temps d'en jouer d'autres, ça c'est clair. C'est ça. Donc, sommes-nous déjà rendus à notre 8e catégorie?
Ouais, là, on va aller de l'autre côté. Donc, après avoir parlé du euro, on va y aller avec le meilleur jeu Ameritrash de l'année 2021. Donc, Ameritrash, c'est des jeux un peu plus axés sur la thématique, le hasard et tout ça. Donc, je peux y aller. Moi, c'est Vas-y. la nouvelle version de Decent. Donc, Decent, qui est Legend. Of the Des- Dark. ouais, Journeys in the Dark? Non, Légende Legend. des ténèbres. Legend of the Dark. Donc, la nouvelle version de Decent, qui elle est coopérative et qui se joue aussi exclusivement avec une application. Donc, il faut être conscient de ça. Si on n'aime pas les jeux avec application, ben, on ne jouera pas à ça. C'est un jeu qui sont allés assez fort dans la production. Les plateaux vont être comme en 3 dimensions. Tu as comme des piliers de carton avec des escaliers. Tu vas pouvoir monter et tout ça. C'est assez impressionnant quand ça se déploie sur la table. Puis c'est très aberritrage dans le sens que quand tu attaques un monstre, tu vas lancer un dé. Puis là, tu vas activer des habiletés sur ton personnage. Tu vas faire un certain nombre de succès. Puis selon ton arme, ben, chaque succès va faire tant de dégâts. Fait que tu vas rentrer ça dans l'application. J'attaque tel monstre avec mon marteau. Puis là, si le monstre il a une faiblesse contre, je sais pas, les armes contondantes, par exemple, mais chaque succès va faire un dégât de plus. Fait que tu vas pouvoir trouver ou les faiblesses des monstres aussi, ce qui est intéressant. La gestion des personnages est super le fun. Dans le fond, chacune de tes cartes, que ce soit ta carte héros, ta carte d'arme ou tes cartes de compétences, sont toutes recto-verso. Puis t'as pas les mêmes habiletés d'un côté que de l'autre. Fait que ça va être intéressant de choisir où tu veux commencer. Puis pendant la partie, à chaque fois que tu vas gagner de la fatigue ou à chaque fois que tu vas gagner des statuts négatifs, tu vas mettre les jetons sur tes cartes. Puis tes cartes peuvent emmagasiner un certain nombre de fatigues qui est écrit dessus. Puis tu peux prendre certaines actions pour retourner une carte de côté. Puis en la retournant de côté, ben, tu défausses justement tous les jetons qui sont dessus. Fait que ça permet de perdre la fatigue, ça permet d'enlever les statuts négatifs. Puis là, ta carte se retourne de bord. Puis là, tu as une autre habilité de l'autre côté. Fait que là, tu peux essayer de faire des combos comme ça. Tu as des jetons de préparation qui te permettent de flipper gratuitement des cartes. Fait que tu peux planifier tes choses. Ok, je mets un jeton de préparation sur cette carte-là, elle est pleine de fatigue. Fait qu'à mon tour, je vais pas la flipper gratuitement. Puis là, l'autre bord, j'ai telle autre habilité qui permet de faire une attaque. Fait que là, tu peux enchaîner comme ça. C'est super intéressant, super tactique. Il y a aussi des achievements que tu peux faire pendant la partie. Donc, ça pourrait être genre, tu dois ouvrir 2 coffres, ou tu dois attaquer des monstres avec ton marteau, ou tu dois attaquer la faiblesse des monstres, ou tu dois achever des monstres, des trucs comme ça. Ça fait un peu jeu vidéo, mais c'est ce que l'application te permet d'aller chercher. Parce que tu n'as rien à. C'est pas toi qui gères les achievements, c'est vraiment tout dans l'application. Fait que l'application va le savoir si ton achievement, c'est d'ouvrir 2 coffres. Mais quand tu ouvres un coffre, c'est que tu slides le portrait du personnage sur le coffre et que l'application sait qui l'a ouvert, sait qui a attaqué tel monstre avec telle arme. Fait que c'est l'application qui gère tout ça puis qui va te dire OK, ben t'as fini ton achievement. Fait que t'as rien à gérer. Fait que l'application est vraiment là pour te rendre la vie facile. Puis j'ai beaucoup aimé la narration du jeu, ce qui n'était pas nécessairement une force dans les autres Decent nécessairement. C'était peut-être un peu plus générique puis un peu moins travaillé plutôt là. Là, on a une histoire qui est vraiment développée autour des personnages qui sont dans le jeu, parce que dans le jeu, il y a 6 personnages. Tu commences avec les 4 premiers. Puis éventuellement, en faisant les premières missions, tu vas débarrer les 2 autres. Mais les personnages sont tous dans l'histoire. Puis l'histoire est bâtie autour d'eux. Fait que si je vais faire une quête qui a rapport avec un des personnages, je suis obligé de l'amener dans la quête parce que c'est sa quête à lui qui a rapport avec, je sais pas, son némésis ou son mentor qu'on va aller voir. Fait qu'il faut que tu amènes ce personnage-là dans ta quête parce qu'il va interagir avec lui dans le scénario puis dans l'histoire. Fait que je trouve ça intéressant que les scénarios soient bâtis autour des personnages. Tu te sens un peu plus investi dans l'histoire puis tu sens un peu plus l'impact que ça a. Fait que j'ai trouvé ça très sympathique. Donc, Decent Légende des Ténèbres, mon améritrage de l'année. Alright, hâte de l'essayer. Dans mon cas, j'ai aidé avec un jeu de type 4X, là, fait qu'explorer, explore, exploit, expand, exterminate. C'est le jeu Uprising, The Curse of the Last Emperor. Dans ce jeu-là, c'est un jeu de type justement là, de conquête de territoire, là, de défense avec des armées, d'attaquer des armées, tout ça. Il est coopératif, fait qu'il y a une twist intéressante à ce niveau-là. Le matériel est très intéressant. Au niveau mécanique, c'est un jeu qui est relativement, on va dire, classique là, dans certains aspects de ce jeu-là. C'est-à-dire, je commence quelque part sur la map, c'est des tuiles hexagonales, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu-là. On va construire une carte en révélant plusieurs de ces tuiles-là, mais en les mettant face cachée. Il y a un ancien empire qui est en plein centre, qui va avoir ses unités aussi. Il y a une espèce de troupe de morts-vivants qui arrive par la périphérie du plateau, qu'on va installer aussi sur le plateau de jeu. Puis, les autres joueurs vont commencer à différents endroits du plateau, puis on essaie d'aller renverser l'ancien empire de façon coopérative tout en résistant aux hordes
mortes vivantes qui parcourent le plateau. Fait que le jeu est très bien découpé en tours. Son tour de jeu à soi, c'est assez classique dans ce genre-là. Fait que je vais engager des nouvelles unités, puis ensuite, je vais prendre des actions pour déployer des unités, attaquer d'autres troupes, aller accomplir différentes quêtes sur le plateau, acheter de nouveaux équipements pour les héros à l'intérieur de ma faction. Le matériel est hyper intéressant. Ils ont été avec un choix de standee acrylique, en plastique acrylique au lieu d'avoir des miniatures. Fait que visuellement, sur le plateau, c'est très impressionnant. C'est très coloré. On a des statistiques sur nos unités, on va avoir les statistiques de nos unités qui sont affichées. On voit par exemple complètement à droite, j'ai une de mes unités qui a un dé orange d'imprimé dessus. Ben, ça veut dire que cette unité-là, quand elle attaque avec un dé orange. Il y a différents types de dés de différentes couleurs. On peut améliorer nos forteresses. On voit juste derrière, là, il y a une espèce de petite base blanche avec une tour de bois dessus qui est installée. Ça veut dire qu'elle a construit sa tour de sa forteresse. On peut construire des murailles sur ses forteresses pour se protéger. Visuellement, il est super intéressant. Mécaniquement, il est facile à apprendre. C'est un gros jeu là, de type KTX, fait que c'est quand même assez long à jouer, mais il est facile à apprendre. Il y a des belles twists à l'intérieur. On va lancer énormément beaucoup de dés, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu-là. Donc, si on aime les 4X, puis on en cherche un qui se joue bien de façon coopérative, ben en voilà un. Théoriquement, il y a un nouveau Kickstarter qui est censé partir bientôt, quelque part dans le courant de l'année 2022 pour reproduire d'autres copies, puis leurs copies restantes, ils ont envoyé un update récemment comme quoi ils vont essayer de les distribuer en magasin. Fait que je ne sais pas si on va être capable de mettre la main facilement là-dessus, mais il devrait y avoir un autre Kickstarter qui s'en vient. C'est un jeu qui n'était pas si cher pour le matériel qu'il y avait, différentes factions à l'intérieur du jeu. Fait que vraiment très très beau produit, un bel Ameritrash à découvrir. Uprising. Nice. Ah, cool ça. Ouais, c'est très bon. Ensuite, 19e Méritas, c'est notre jeu Kickstarter slash socio-financement. Ça peut être GameFound aussi. Ouais. Donc un jeu issu... Il va falloir changer de nom. Ouais, c'est ça. C'est un jeu issu d'une campagne de socio-financement. Ça sonne bien. Donc, moi, je vais y aller en premier. J'ai choisi Role Player Adventure. Ouais. Donc, moi, je kickstart pas tant de jeux que ça dans une année. Donc, lui, c'était un que j'attendais beaucoup. Puis j'ai vraiment été bien servi. J'ai vraiment adoré l'expérience de Role Player Adventure. C'est un jeu narratif et de puzzle de dés. Donc, quasiment à moitié-moitié là, entre les deux. Là. Donc, on va lire une histoire dans l'univers de Role Player. Donc, on va apprendre à découvrir cet univers-là en profondeur. Puis se rendre compte que le roi, c'est un halfling, ce qui est quand même drôle. Fait que tu commences en étant un garde du roi, puis là, ben, tu vas te lancer dans une aventure, puis dans l'aventure, tu vas évidemment avoir des choix à prendre. Tu vas avoir des décisions à prendre sur qui tu veux aider dans ton aventure, quelle faction tu veux t'affilier aussi. Il y a comme 3 factions dans l'histoire. Tu as évidemment les gardes du roi, qui est la faction avec laquelle tu commences l'aventure. Tu as la faction d'une faction qui est une espèce de guilde secrète qui, eux, pourchassent des artefacts. Fait que tu peux décider de les aider éventuellement pour de recouvrir ces artefacts-là cachés. Et tu as la faction des dragoules qui sont les monstres. Fait que tu peux décider d'aider les monstres dans le scénario. Qui vont éventuellement être contre les gardes du roi. C'est un peu les deux pôles opposés. Puis t'as l'autre en plein milieu qui essaye d'aller chercher ces artefacts. Là. Donc... très intéressant l'histoire, elle a des beaux rebondissements, tu sais oui en étant classique mais pas en même temps là. Tu sais oui c'est un univers fantasy mais les scénarios vont t'emmener dans des directions que t'aurais peut-être pas pensé parce que c'est un univers où les plans sont en train un peu de fusionner ensemble là. Fait que là tu vas avoir des trucs par rapport à ça, fait que c'est des choses un peu plus funky qui peuvent aller un peu plus champ gauche, fait que ça c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi la finale du jeu, donc sans rien difficulter, parce que t'es en train de le faire, évidemment, puis il y a plein d'autres qui l'ont pas fait. Mais la finale est vraiment épique, ce qui est très intéressant dans un jeu campagne à la base. Puis c'est que la finale va être influencée par toutes les décisions que tu as prises pendant la partie. Parce qu'à chaque fois que tu prends des décisions importantes, tu vas gagner des cartes de titre. Qui va dire, ben, je sais pas, t'as aidé telle personne ou t'as tué telle personne, par exemple, puis là, tu vas gagner ce titre-là. Fait que là, plus tard, dans les autres scénarios, ben, si t'as tel titre,
tu t'en vas à telle page, tu lis telle chose. Fait que tes décisions vont avoir des impacts constamment sur les prochaines aventures. Puis dans la dernière aventure, c'est ça, c'est une méga guerre, la méga grosse bataille de la guerre finale. Et chaque personnage que tu as aidé va pouvoir t'aider dans la grande bataille, mais chaque personnage qui est devenu ton ennemi pendant la campagne va essayer de te nuire pendant la bataille finale. Fait que c'est très thématique. Puis c'est l'accumulation de toutes tes décisions. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Puis la deuxième partie du jeu est aussi intéressante. C'est des puzzles de dés. Ça ressemble un peu à One Deck Dungeon. Fait que quand tu vas te battre contre un monstre ou que tu vas faire un test de compétences, on va avoir à placer certains dés de certaines couleurs, de certains chiffres sur les emplacements de la carte ou dans la page du livre de skill. Puis dans le fond, on va se faire un bassin de dés, on va lancer ces dés-là. Puis après ça, on va jouer des cartes, là, les cartes qui représentent nos armes, nos skills, nos armures, des choses comme ça. Puis là, nos traits. Puis on va essayer de manipuler les dés. Tu as des cartes qui peuvent changer la couleur, tu as des cartes qui peuvent flipper un dé de l'autre côté, tu peux diminuer la valeur d'un dé. Fait que tu as plein de cartes qui font plein d'effets. Fait qu'à la fin de la campagne, on était à 2 joueurs, on avait comme des mains d'à peu près 30-35 cartes dans nos mains. Donc on avait pas mal de choix, mais tu peux pas jouer tant de cartes que ça. Fait qu'il faut que tu essaies de maximiser les décisions pour utiliser le plus de cartes possible. Parce que tu peux jouer un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs, puis les autres cartes supplémentaires, ben, c'est des jetons de bonus. Fait qu'une fois que tu les as dépensés, tu les as pu jusqu'à temps que tu fasses un rest. Fait que c'est une belle gestion de tout ça. Il y a des puzzles qui sont stimulants puis qui sont le fun. Fait que j'ai beaucoup apprécié l'expérience de Role Player Adventure, mon jeu Kickstarter de l'année. Je seconde le choix. Moi, j'étais pas sûr si je le considérais comme un jeu de cartes, de dés, de campagne. Fait qu'il a fini par être deuxième dans genre 6 sections. Ouais, c'est ça. Si on avait un choix, genre la 4e étoile, là, le jeu qui revient le plus souvent en deuxième place dans toutes mes sections, ce serait probablement lui. Dans mon cas, le Kickstarter de l'année, moi j'aime ça choisir un jeu qui, je pense, un peu comme Role Player Adventure, c'est un bon exemple, qui n'existerait pas si ce n'était de Kickstarter. Ouais, je te félicite. C'est évidemment Unsettled. Unsettled, dans le fond, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est le genre de jeu qu'un éditeur traditionnel, tu y arrives avec ça comme projet, puis il fait comme non, c'est trop ambitieux, c'est trop too big, c'est trop mystérieux, à la limite, ton affaire. Qu'est-ce que c'est Unsettled? C'est un jeu d'exploration spatiale sans combat. Là, je prends le temps de décider. C'est pas un dungeon crawl dans l'espace. C'est un jeu d'exploration spatiale plus à thématique scientifique, on va dire. On se crache sur une planète quelconque, puis on explore cette planète-là, puis on tente de la comprendre, de faire des découvertes scientifiques, de la découvrir, de l'explorer pour savoir comment en sortir vivant. Fait qu'on est une équipe d'astronautes, il y a un petit robot avec nous autres qui s'appelle Luna. Et on va se promener là-dessus en utilisant un système très brillant, selon moi, d'activation où on a 3D qui représentent notre énergie dans 3 sphères différentes. Puis on va toujours utiliser 2 de ces 3D-là dans nos tours pour faire différentes actions, se déplacer, explorer des endroits, etc. Puis le 3e dé, il faut toujours le reposer à tous les tours. Puis quand on utilise un dé, on va comme le descendre son nombre d'icônes qu'il y a dessus, montrant qu'il se fatigue. Puis quand on le repose, on va augmenter son nombre d'icônes. Puis il y a certaines actions qui peuvent le faire descendre de 2, monter de 2, des trucs comme ça. Puis là, c'est un jeu qui a une production stellaire autour du plateau. Il y a plein de cartes partout. Et là où le jeu, pour moi, est vraiment unique, c'est dans son espèce d'aspect console de jeu, là, si je puis dire. Parce que le jeu, c'est un système de base qui a des règles de base. Mais dans la boîte de base du jeu, il y a 2 planètes différentes qu'on peut explorer qui ont chacune 3 objectifs différents qu'on peut essayer d'atteindre. Fait que quand on va choisir une planète, c'est qu'on va plugger, là, si je peux me permettre le mot, dans notre système de base, différentes règles qui sont spécifiques à cette planète-là. Fait que toutes les cartes, que ce soit les petites cartes d'invention qu'on trouve, les cartes d'événements qui se passent, les cartes de planètes qu'on explore, sont spécifiques à la planète qu'on choisit. Qu'on a vraiment comme une deuxième boîte qu'on ouvre, puis on place des composants, des tokens, de trucs qu'on découvre sur cette planète-là, qui sont spécifiques à cette planète-là. Fait qu'une fois qu'on a exploré une planète en masse, on fait juste enlever toutes ces composantes-là spécifiques, on plug les composantes d'une autre planète différente, puis ça nous donne une expérience de jeu avec un même système de base, système de règles de base, mais ça nous donne une expérience de jeu complètement différente. Puis là, ils sont d'ailleurs présentement en campagne pour sortir des nouvelles planètes, fait que ça va être un jeu que ça va être facile de rentrer toujours des nouvelles planètes pour continuer à avoir des bonnes idées. Et c'est surprenant, j'ai été le premier surpris à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle planète de voir c'était quoi les idées. En me disant, c'est le genre de jeu que tu te dis, ils peuvent pas aller, à un moment donné, toujours avoir des nouvelles idées vraiment spéciales et uniques, mais à date, oui. Éventuellement, il va peut-être avoir une planète, je vais trouver un peu T'as fait plate, combien de planètes à date, le fun? Je les ai toutes essayées au moins une fois. OK. Fait qu'il y en a quoi, 6, 8? Moi, j'ai 6 planètes. Okay.
Il y en a 2 dans la boîte de base, il y en a 4 que tu pouvais acheter à part ou qu'on te donnait là, si tu portais sur le Kickstarter. Puis ils ont 3 scénarios chaque. Là, les 2-3 premières planètes, j'ai fait tous les scénarios au moins une fois. Les dernières planètes, j'ai fait juste une fois. Puis il y en a que c'est vraiment des idées weird. Puis il y a en plus une belle narration à l'intérieur du jeu. Chaque carte a beaucoup de texte sur ce que tu vois, ce que tu explores. Puis c'est bien écrit avec une espèce d'humour noir à l'intérieur que j'aime bien. Fait qu'il y a vraiment une super belle production. Un excellent, excellent jeu. Puis habituellement, Orange Nebula, la compagnie, offre ses jeux sur son site Internet. Ils sont basés à Seattle, Vancouver. Fait on peut se le faire livrer, même si c'est pas quelque chose qui se trouve facilement en magasin. Habituellement, on peut le commander sur leur site. Donc, Unsettled, mon Kickstarter de l'année. Et on arrive à la dernière catégorie. Oui, où là, ce qu'on fait habituellement, dans le fond, c'est le jeu de l'année. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'un des 19 jeux desquels on a déjà parlé. On le désigne comme jeu de l'année. Puis comme on en a déjà parlé amplement, habituellement, on ne rajoute pas tant d'informations dessus. On l'a déjà dit, fait qu'on fait juste nommer notre jeu de l'année. Je me permets de commencer, je vais laisser David terminer la vidéo. Mais dans mon cas, David, quel est le jeu de l'année? Je ne changerai pas l'image. Fait que c'est exactement, c'est Unsettled, tout simplement. C'est un jeu qui est tellement original et unique, je trouve, dans ses mécaniques, dans sa façon de faire les choses, que j'ai pas le choix de le mettre comme jeu de l'année. Son seul défaut, je lui reprocherais, puis je pense que David va être d'accord, c'est que pour vraiment apprécier Unsettled, il faut que tu joues plusieurs parties d'Unsettled. Ta première partie, ça part tellement dans tous les sens que tu ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Pas que les mécaniques sont complexes, là, mais tu t'en vas, tu commences à découvrir 2-3 affaires, tu découvres 1 ou 2 cartes étranges, puis là, tu te fais planter, finalement. En fait, c'est comme si tu jouais à Pandémie, mais qu'on ne te dit pas au début de la game que pour guérir une maladie, ça te prend 5 cartes de la même couleur. Ouais, c'est ça. Puis que tu le découvres en milieu de la game, puis tu fais comme, ouais, mais on a dépensé toutes les cartes rouges ou presque. Exactement. Fait que c'est un peu ce feeling-là, mettons. C'est ça. Puis là, ta deuxième partie que tu vas jouer sur une planète différente, c'est comme si tu jouais à Pandémie, mais là, de Wrath of the Lich King, où là, c'est pas qu'il faut que tu aies des cartes en main, c'est qu'il faut que tu élimines des affaires qui sont sur les tuiles, mais tu l'apprends juste dans le milieu de la partie. Fait que c'est un jeu que. Puis c'est ça qui fait que le sentiment de découverte, d'exploration est si fort et si présent à l'intérieur du jeu, parce que tu découvres comment tu vas gagner au fur et à mesure que tu avances dans la partie, ce qui est vraiment super intéressant. Puis le jeu t'offre des beaux puzzles. Fait que c'est vraiment pour moi facilement mon jeu de l'année. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis dans un podcast un 10 sur 10 à un jeu. Je pense que c'est la seule fois que j'ai fait ça. Ouais, je pense que oui. Excellent choix. Ouais, c'est cool. Au final, j'ai joué une fois avec toi, j'ai joué une fois avec Vincent, puis c'était 2 planètes différentes. Puis, avec Vincent, on avait gagné vraiment au dernier tour possible, parce que c'est un jeu que tu es quand même limité dans le temps, parce que tu as une piste de temps qui va diminuer, fait que tu as un certain nombre de tours limités dans le jeu. Fait que tu peux pas nécessairement perdre ton temps ou faire n'importe quoi. Puis souvent, comme les premières fois que tu essaies une planète, comme on dit, tu sais pas trop comment la gagner, tu découvres ça au fur et à mesure. Puis là, à un moment donné, ça clique, puis c'est OK, c'est ça qu'il faut faire, il faut tel pouvoir, puis aller à telle place, puis faire telle affaire. Puis on a quand même réussi, mais vraiment au dernier tour possible. Fait que si tu gagnes la première fois, souvent ça va être ça. Là. Ça va être vraiment ça va être très serré, puis tu vas gagner. Mais sinon, quand tu perds, tu peux perdre assez lamentablement. Si tu fais pas attention aussi, parce que il y a du temps qui se fait quand tu passes entre certaines tuiles. Fait que là, il faut que tu d'utilisabilité pour minimiser ces pertes de temps-là, parce que c'est super important. Mais chaque scénario t'offre des gros challenges qu'il faut que tu apprennes comment les minimiser, justement, les effets négatifs. Si tu fais pas attention, puis tu dis je fonce tête baissée, comme dans tous les films d'exploration spatiale, tu vas disparaître dans un coin ténébreux, puis on n'entendra plus parler de toi. Voilà. Écoute, je reviendrai pas en arrière longtemps. Moi aussi, j'ai pris mon Kickstarter de l'année comme jeu de l'année. C'est ça, je pensais. Fait que je vais y aller avec Role Player Adventure pour mon jeu de l'année. J'avais quand même beaucoup d'attentes. Puis c'est le genre de jeu que mes attentes ont été vraiment remplies parce que ça a été exactement ce à quoi je m'attendais dans ce jeu-là. Oui. C'est sûr que si j'avais joué au jeu en français, je pense qu'on l'aurait apprécié un peu plus. Parce que oui, même si on est bilingue, mais de lire beaucoup de textes puis de le lire à quelqu'un d'autre en face, c'est pas si évident que ça. Puis il y a quand même beaucoup de choses à lire dans une partie. Parce que tu passes à peu près la moitié du temps à lire dans le livre puis à faire des choix. Mais j'ai pas vu d'annonce officielle pour la traduction. Je me dis que tout ce qui existe dans l'univers de Role Player à date a été traduit en français par Intrafin. Fait que je me dis probablement qu'il va l'être aussi. Mais c'est clair que la job de traduction derrière celui-là va être à peu près pas mal plus intense. 11 livrets de, je sais pas, 15, 20, 25 pages par livret, plus l'énorme livre
d'aventure, là, tu sais, les encounters, là, 1, Ouais. 2, 3, 4 que tu fais, qui est un énorme livre à part, tu as un side quest qui est un autre quête, puis si tu joues avec les alignements, là, Ouais, les backstory, là, ouais, les l'extension. backstories, si tu joues avec ça, tu as un autre énorme livre de toutes les histoires qui peuvent être vécues par les joueurs selon leur backstory. Ça fait que ça fait énormément de texte à traduire, là. Généralement, les compagnies de traduction chargent un prix. Et puis, il charge Celui-là, au mot souvent, fait que ça c'est fait que ça. celui-là, ça va être vraiment. Celui-là, je serais pas surpris, moi, qu'il ne soit pas traduit, là. Plus le texte que tu as sur toutes les cartes, plus le Ouais, c'est texte ça. que tu as sur les cartes de titre, les équipements, etc. Tu as vraiment énormément de texte là, dans ce jeu-là. On va surveiller ça, mais on le souhaite parce que je pense que ça pourrait être le fun Ouais. d'expérimenter ça en français, évidemment. Pour. Ouais, parce que tous les autres role-players sont sortis en magasin éventuellement. Fait que ça serait le fun que ça soit disponible. C'est vrai que c'est un beau jeu. Ouais. Fait que j'ai super aimé ça. Roper Adventure, mon jeu de 2021. Good choice, bon choix. C'est ce qui conclut notre top 20 par catégorie, par méritage des jeux de 2021. Encore une fois, on vous invite à laisser vos choix sur ces 10 catégories dans cette deuxième partie sous la vidéo. Donc, nous partager c'était quoi vos choix pour chaque catégorie ou commenter les choix qu'on a fait aussi. C'est toujours intéressant de vous lire. Donc, on attend vos commentaires sous la vidéo. Encore une fois, ben, merci LP. Toujours plaisant de faire ces petites vidéos-là ensemble. Merci de l'invitation. Et les gens à la maison, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne accès aussi à notre beau serveur Discord. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao. Faites attention à vous.